Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation. C'est ce qui m'aide le plus. Cet épisode est particulier car il traitera partiellement les sujets abordés lors de mon échange avec mon invité. Et la deuxième partie sera traitée dans un autre épisode et vous comprendrez pourquoi dans la suite de l'émission. Dans une interview attribuée sur latribune.fr, Laura Elmore, ex-coach de Steve Jobs, disait, je cite, « Il existe des différences culturelles majeures entre les États-Unis et la France dans la manière de faire du business. Il ne faut pas les sous-estimer. La culture entrepreneuriale n'est pas la même et la concurrence est beaucoup plus forte ici. Pour se distinguer, il faut aller vite, faire les bons choix stratégiques, ce qui nécessite des ajustements fondamentaux dans la manière de penser son business et d'aborder le pays. » Fin de citation. Pour aborder cette thématique, j'accueille cette semaine Marion Fleischer, qui est une doctorante en sociologie, et au cours de la conversation qu'on va avoir, nous allons revenir sur le thème de sa thèse de doctorat qui est les startups, le mythe de la libération du capitalisme par le capitalisme. Enquête sur les modes de création et d'organisation des startups en France et aux États-Unis. On abordera toutes les recherches et le travail de fond qu'elle a effectué au sein des startups françaises. On parlera également du profil de ceux qui se lancent dans des carrières entrepreneuriales en France, de leurs caractéristiques sociales, de leur trajectoire et de leur motivation. On débattra aussi sur le fait que les startups seraient le nouvel instrument de l'égalité des chances et de l'idéal méritocratique. Enfin, on discutera sur les conditions concrètes de travail et d'emploi en France dans l'écosystème des startups. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Marion. Bonjour Marion et bienvenue sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie? Oui, donc moi c'est Marion Fleischer, je suis doctorante en sociologie et je travaille, donc je suis à Dauphine et je travaille sur les startups, sur les modes de création et d'organisation des startups en France et aux États-Unis. Donc ça fait maintenant 2 ans que je suis sur cette recherche. Voilà. Ah, top. Pour contextualiser les choses, enfin pour les auditeurs, je suis tombé sur un post de Marion sur LinkedIn où elle disait qu'elle partait dans la Silicon Valley à San Francisco pour faire une enquête sur les startups pour 2 mois, je pense, à partir de juin. Ouais, 3 mois même, ouais, Euh, c'est ça. 3 mois, ouais. Ok, donc c'est pour une thèse de doctorat qui porte Ouais. sur les modes de création, d'organisation des startups en France et aux États-Unis. L'idée du post était en fait d'avoir des contacts d'un max d'entrepreneurs français ou américains qui ont déjà eu à monter une startup dans la baie. Et c'est ce qui a attiré mon attention en fait. Et directement, j'ai sauté sur ton profil pour checker un petit peu, pour essayer d'avoir plus pour en savoir plus en fait sur les tenants et les aboutissants de ton enquête, quoi. Ouais. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Est-ce que tu peux ici rappeler le titre de ta thèse et nous spécifier un petit peu les grandes lignes de ton enquête? Ouais, carrément. Alors au départ, donc moi je m'intéressais aux startups en France. Je me demandais un peu pourquoi certaines personnes se mettaient à quitter leur emploi pour aller monter une start-up alors que l'avenir n'était pas forcément certain dans ce type de trajectoire. Donc du coup, j'ai commencé mon enquête par entretien en rencontrant des entrepreneurs français. Donc j'ai démarré mon truc à Numa, je ne sais pas si tu vois où c'est, mais bon, c'est un incubateur à Paris. Donc j'ai commencé un peu comme ça à rencontrer quelques entrepreneurs français. Et mon projet était quand même de faire une comparaison internationale entre la France et les États-Unis dès le départ. Sauf que j'ai quand même beaucoup plus avancé sur ma recherche en France. Je pense que je pourrais jamais faire un truc aussi
étoffé, élaboré que ce que je pourrais arriver à faire en France, parce que là, ça fait déjà 2 ans que j'enquête dessus. J'ai bien compris comment fonctionnait l'écosystème. Donc j'ai interrogé une cinquantaine d'entrepreneurs en France, donc de fondateurs de start-up à des stades très différents. Je me suis pas focalisée sur un secteur ni sur un stade d'avancement. Enfin, moi, l'idée, c'était de rendre compte un peu de l'hétérogénéité aussi de ce monde-là en France. Et j'ai fait une enquête par questionnaire pour avoir des données chiffrées, parce que ça manquait, tout le monde était un peu là. Oui, il y a 90% d'échecs. Les gens sont tous des hommes blancs de bac+5 qui viennent de bonnes familles. Mais bon, il n'y avait pas de chiffres là-dessus. Donc, j'ai passé un questionnaire auprès de 1500 fondateurs. Donc, j'ai eu 500 réponses, ce qui me permet d'avoir une bonne base de données là et de faire des statistiques. Ah, ça doit être le premier post que j'ai vu qui Voilà, c'est datait ça. d'il y a 1 an. En fait, c'était Exactement. comme un Google Sheet ou un Google Doc, je sais pas trop, où les Ouais, gens devaient remplir. ouais, Ah, c'était ok, un je comprends. questionnaire et il y avait à peu près 50 questions. Mais Hein, c'est pas mal. c'était assez Avec long. 500 personnes, 500 réponses, c'était déjà assez Ouais. intéressant pour en tirer quelques conséquences. Moi, je pense que c'était pas mal, d'autant qu'il était assez long, donc j'ai pas mal de variables. Alors, à la fois sur les caractéristiques sociales des entrepreneurs, donc quelles étaient leur profession avant, leur statut avant d'entreprendre, leurs études, leur sexe, leur âge, l'origine des parents, tout ça, enfin les écoles aussi qu'ils ont fait. Et j'avais des questions plus sur la start-up, quand est-ce qu'elle avait été créée, combien il y avait de salariés, quels étaient les modes de financement. Et puis quelles étaient les difficultés qu'ils rencontraient aussi. Donc tout ça, c'était un peu, j'ai un peu essayé d'objectiver tout ça. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bah, avant de continuer, pour revenir sur ce questionnaire, est-ce que tu peux communiquer sur ce que tu as eu comme résultat, ce que tu tires comme conséquence en fait? Parce qu'avec une base de données de 500 personnes, c'est déjà pas mal pour Ouais. conjecturer sur la suite, quoi. Alors, déjà, ce qui est assez étonnant, c'est que il y a beaucoup, contrairement à l'entrepreneuriat qui en général permet à certaines personnes de sortir du chômage en fait. Enfin, c'est souvent une solution au chômage parce que voilà, un moyen d'assurer son propre emploi. Donc dans des situations, des personnes en situation plutôt précaire qui vont entreprendre. Eh bien, ça a l'air d'être un mode d'entrepreneuriat assez singulier parce que c'est plutôt un entrepreneuriat de cadre en fait. 63% de mon échantillon étaient d'anciens cadres, salariés du privé dans des grandes entreprises. Et en fait, on comprend plus finement pourquoi comment expliquer ce phénomène-là quand on analyse les entretiens, parce que souvent, ils me disaient que c'était souvent par rejet des grandes entreprises, où c'était trop rigide, trop hiérarchique, où ils ne pouvaient pas forcément monter en hiérarchie à l'intérieur, où en gros, toutes les promesses qu'on leur avait fait en école de commerce, c'était un peu déçus. Donc, du coup, ils entreprenaient plutôt comme une sorte d'alternative aux grandes entreprises pour pouvoir accélérer leur carrière plus facilement et puis atteindre un statut plus valorisé sur le marché du travail. Et ça vient aussi signifier de grandes choses en termes de rapport au travail et à l'emploi des jeunes très diplômés, parce que un autre résultat qui est ressorti, c'est que 80% sont bac+5 et que plus de 60% sortent d'écoles de commerce ou d'ingénieurs. En fait, de base, ce sont des personnes qui gagnent plutôt très bien leur vie, quoi. Enfin, trop, très bien, c'est entre guillemets, ils sont pas au chômage en tout cas, et ils ont, euh, ils ont un background qui peut leur permettre déjà d'être dans la moyenne des personnes, quoi, dans la population, comment ça s'appelle, Même plus, hein, des classes moyennes et supérieures même, je dirais, parce que 63%, alors non, ça c'était pour les cadres, non, 53% sont enfants de cadres ou d'indépendants, même plus que ça. Bon, pardon, j'ai pas mon chiffre en tête, mais il y a plus de 60% qui sont enfants Mhm. de cadres ou de chefs C'est impressionnant, ça. donc c'est assez. On est vraiment sur des classes supérieures quand même, un entrepreneuriat qui concerne ces personnes-là. Et donc du coup, ça vient révéler une sorte de volonté de retrouver du sens au travail, de l'épanouissement personnel au travail. Et donc on le sent bien en entretien, les entrepreneurs, ils se donnent à fond parce ils ont quand même appris de nombreuses choses en école de commerce. Ils ont appris aussi à être ambitieux et puis à aspirer à un statut social valorisé. Et puis ils ont appris un savoir-être qui leur permet de s'adresser à des financiers, des banquiers, etc. Mais voilà, il y a cette origine sociale qui est quand même assez intéressante. Mais néanmoins, j'avais essayé de surreprésenter aussi, d'aller interroger aussi des entrepreneurs qui venaient de banlieue, par exemple, de banlieue parisienne.
Et donc, on se rend compte quand même des inégalités qu'il y a dans ce monde-là Est-ce parce qu'il que faisait partie de l'échantillon de 500 personnes ou alors là, c'est quelque chose que tu as fait non, c'était après, plus c'est par un autre. entretien. J'ai fait avant, mais par entretien. Ah, ok. Je suis allée en fait sur des groupes entreprendre en banlieue, start-up en banlieue, là, ce groupe Facebook. Donc j'avais interrogé plusieurs Mhm, personnes, notamment à la pépinière là, de la Courneuve. Et en fait, on se rend compte que bah, il y a des difficultés qui sont plus grandes quand on n'a pas les codes de cet écosystème-là. Et ces codes-là, ils s'enseignent dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Donc, si vous n'êtes pas passé par ces écoles-là, c'est plus compliqué. Puis vous êtes vous êtes éloigné socialement aussi des acteurs qui vont vous permettre d'avancer dans votre projet. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut convaincre la BPI de votre projet, il faut convaincre des investisseurs de lever des fonds. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ça repose sur des qualités aussi de mise en scène de soi, des qualités oratoires. Voilà. Et ça, c'est pas, on n'est pas égaux face à ça et c'est socialement marqué et c'est genré aussi également. Les femmes ont plus de difficultés que les hommes. mhm. Bah, c'est intéressant. Ça me fait penser en fait à un podcast en fait que j'ai écouté de euh, euh, Génération Do It Yourself, tu connais? Non, je connais pas. Enfin, De si je Mathieu connais des noms, mais Stéphanie. je regarde pas, j'écoute pas trop les podcasts. C'était une interview avec un mec, je sais plus comment il s'appelle. En fait, il fait partie des pionniers du blogging. Ouais. Et lui, c'est un mec, en fait, qui vient de banlieue. Et il disait, en fait, qu'il y a une grosse... il y a un gros fossé, en fait, entre ceux qui sont nés de l'autre côté et ceux qui sont nés au bon endroit, en fait. Au Mm. niveau, ne serait-ce que du background, quand il arrive au niveau de 19 20 ans, c'est là où il commence à avoir un ordinateur, Internet et tout, alors que l'autre, depuis qu'il est tout petit, il est déjà habitué à utiliser des iPads et tout. Ouais. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit avant. Tu parlais beaucoup d'écoles de commerce. Est-ce que dans l'échantillon, en fait, la majorité, ce sont des gens qui viennent plus des écoles de commerce, de la finance? Est-ce qu'il y Ouais. a... Ouais, 60, enfin, je crois qu'il y a 35% qui est une école de commerce et 30% d'école d'ingénieurs dans mon échantillon. Après, le Ah, reste, ok. c'est des universités. Donc, j'ai pas de détails, mais en entretien, c'est souvent quand même des grandes universités parisiennes, quand c'est les gens de Paris. Mhm. Après, plus compliqué à dire parce que j'ai quand même eu pas mal d'enquêtés en province, à Bordeaux, parce que je viens de Bordeaux au départ. Donc, j'ai D'accord. commencé aussi un peu à enquêter là-bas. À Bordeaux, à Toulouse, j'ai eu aussi pas mal, à Strasbourg. Et donc, bon, voilà, dans ces cas-là, quand c'est université, je peux pas trop dire à quel point elles Mhm. sont cotées, mais c'est vrai que, par exemple, entre une université Paris-Dauphine et puis une autre université, c'est pas pareil. Mhm. Et donc, j'en ai eu beaucoup C'est... à Paris aussi qui venaient de Dauphine. Mhm. Bah, j'ai retrouvé le nom du blogueur. Il s'appelle Grégory Pouy. D'accord? C'est dans l'émission de Mathieu Stéphanie, la 15e épisode, le 15e épisode. Et c'est vraiment, c'est un as du marketing, en fait. Il a fait une grosse carrière aussi aux États-Unis. Je crois qu'il est métis, il doit avoir des origines haïtiennes et indiennes. D'accord. Euh, Bah, il paraît d'ailleurs qu'aux États-Unis, c'est pire encore. Enfin, en Ah termes. bon? Bah oui, enfin, ça va pas tant se jouer en termes de banlieue, pas banlieue, mais en termes de communauté Mhm. afro-américaine et puis américain blanc, Ouais, un peu c'est, les. c'est intéressant. Comme ça, tu pourrais un peu nous parler de ça dans la suite de l'émission. En effet, l'idée, en fait, est donc, je dis concernant ta thèse, d'établir genre un comparatif sur les modes de création et d'organisation des startups en France et aux États-Unis. Et en off, tu m'as dit que tu avais déjà réalisé un travail de fond en ce qui concerne la France. On reviendra dessus au cours de l'émission. Et là, tu es dans la deuxième phase, qui est celle des États-Unis. Et pour cela, tu as décidé de te rendre à l'épicentre même des plus grosses boîtes du monde comme Google, Facebook, Tesla, Apple ou Netflix, pour ne citer que ceux-là, à San Francisco. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de partitionner cette émission en deux. Donc, une première où on aborde toutes les recherches que tu as effectuées ici. Enfin, quand je dis ici, je veux dire en France. J'ai oublié de préciser au début de l'émission, moi je vis en Allemagne, donc Ah je d'accord, oui, non, mais je savais même pas. ouais. Je vis en Allemagne, je fais mes études en Allemagne, je suis installé en Allemagne. Donc, D'accord. ici, c'est pour toi. Donc, ici en France, pour toi. Et comme je disais,
Il y aura la première partie, on l'a fait concernant le travail que tu as fait pour la France et une deuxième partie, on le fera à ton retour de la baie pour boucler ce sujet passionnant. Donc, concernant ton poste, le poste, on va pas revenir dessus, tu as déjà donné quelques éléments de réponse, mais tu as quand même eu près de 80 commentaires, ça a intéressé beaucoup de gens et J'ai eu de très bonnes 65 propositions vues. aussi. C'était n'importe quoi, j'ai pas. Donc, ouais, c'était fou. J'imagine, moi, ça m'a beaucoup surpris. Beaucoup de personnes, dont des chefs d'entreprise ou des personnes qui avaient des contacts avec ces chefs d'entreprise, là, t'ont filé des contacts. Est-ce qu'à l'heure actuelle, t'es déjà situé sur ceux avec qui, chez ceux qui tu iras pour effectuer ton enquête dans la Silicon Valley? Alors, enfin oui, je pense que je vais atterrir dans un startup base camp, une sorte de colo Mhm, d'entrepreneurs en plein cœur de San Francisco où je vais partager ma chambre comme quand j'étais en colo. Et mhm, puis du coup, au moins je serai au cœur de tout ça. Euh, et donc ouais, j'ai commencé à rentrer en contact avec pas mal de personnes qui sont là-bas, donc j'ai pas mal de petits rendez-vous téléphoniques pour l'instant. Ça, parce que c'est vraiment des mises en contact très particulières. Enfin, c'est une manière de faire du réseau qui est très différente et puis faut apprendre les codes. Donc pour l'instant, je me fais un peu briefer partout pour pas faire d'erreurs et puis surtout aller vite sur place parce que 3 mois, c'est ouais, vite, pour être plus efficace, ouais. ça va passer très vite. Et aussi une chose qu'on ne dit pas, je sais pas comment tu prépares les choses, c'est l'une des villes les plus chères du monde. Je Et veux dire, oui, quand tu parles de coloc, c'est pas juste coloc parce que tu as absolument envie d'être dans une ambiance coloc, c'est aussi que, on le dit pas assez, c'est une ville hyper ouais. chère et Mais moi, c'est j'ai pas vraiment du tout galéré évident. à. Bah, enfin, quand j'ai présenté mon projet de thèse, donc ça devait déjà être une comparaison internationale, enfin, poussée par ma directrice de thèse qui m'a encouragée dans ce sens-là. Mais moi, je me disais, mais ça va faire cher, jamais je vais y arriver. Donc, j'avais postulé une bourse Fulbright parce que bah, pour la recherche, c'est pas mal, ça nous permet de rester longtemps aux Mhm. États-Unis. Mais j'ai pas eu, donc j'ai dû changer mon fusil d'épaule. Et en fait, dans le monde académique, c'est très compliqué de financer des trucs comme ça. J'ai dû aller chercher des bourses de 1000 euros par-ci, 1000 euros par-là. Bon, au final, j'ai réussi à lever, on va dire, Ouais, à lever, parler t'as fait une petite levée à ton à niveau. faire une petite levée de 8000 euros. Donc, avec mon salaire, au bout, je vais peut-être réussir voilà, à pas Ah, avoir. ça veut dire que tu bosses en parallèle quand tu parles de salaire, Non, j'ai j'imagine un que tu as contrat un type boulot doctoral, à en fait. Je côté. suis financée pour ma recherche par Ah ouais, l'université. c'est intéressant ça. Voilà. Donc, je donne des cours aussi, mais donc là, voilà, je vais avoir à peu près 12 000 euros, enfin 12 000 dollars pour 3 mois. Donc Mhm. c'est pas la folie. On va dire que je vais pas aller boire des cocktails dans des rooftops tous les jours, mais je vais en tout cas pouvoir me loger et puis essayer de faire le minimum. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je sais pas trop comment font les entrepreneurs pour y aller, mais c'est pas un. Ouais, j'imagine. Surtout que de base, quand ils y vont, c'est pas que... Bon, c'est vrai qu'il y en a, quand ils y vont, c'est qu'ils ont déjà un truc qui fonctionne. Peut-être, je parle des startups français. Et là, ils essaient d'aller peut-être dupliquer le modèle dans un nouveau marché, en l'occurrence le marché américain. Et du coup, J'imagine c'est qu'ils ont vrai que. une petite... Ouais, Non, pardon. pardon? Ouais, j'imagine qu'ils ont un petit truc dans leur poche quand même parce Ouais. que... Ah ouais. Ouais. Bah, ça peut être intéressant d'ailleurs justement d'aller voir. Enfin, moi, je compte enquêter tout d'abord sur la communauté de Français là-bas, entrepreneurs français, pour voir un peu Mhm. est-ce qu'ils sont d'ailleurs est-ce qu'ils sont parmi les plus dotés par rapport à tous ceux qu'on peut rencontrer en France. J'en sais rien parce que ça se trouve ils ont fait Mhm. comme moi, ils sont allés Ouais, ils sont allés à la il y a fac. une grosse communauté là. Je sais pas exactement combien, mais j'avais suivi dans une émission, toujours dans un podcast, un mec qui arrivait là-bas en, en 99, je pense, et il disait qu'il y avait déjà près de 70 000 Français, la Ah ouais, communauté française dans la vallée. Donc j'imagine qu'aujourd'hui, c'est énorme. Ouais. pratiquement 20 ans après, ouais, c'est ouf. Ouais, et puis apparemment, bon, voilà, c'est les premiers contacts que je me fais, c'est les plus faciles à faire aussi parce qu'il y a une sorte de solidarité entre Français à l'étranger. Ce qui est assez Mhm. étonnant par rapport à la France, parce qu'enquêter sur des chefs d'entreprise en France, c'est compliqué. Ils n'ont pas le temps. Euh, Voire opaque. voilà, ou alors ils racontent pas trop ce qui se passe. Mais donc, du Mhm. coup, là-bas, bah, je compte un peu surfer sur l'entraide française. Mais il paraît que du coup, ce sont les Américains qui sont les plus compliqués à aller chercher parce que le temps est compté, quoi. Ouais, j'imagine. Donc, Et, voilà, je sais pas trop.
Et là, au niveau des entreprises ou des startups en France, où est-ce que tu as réalisé ton enquête chez qui, par exemple? Alors, donc du coup, T'as cité un nom au départ, j'ai pas retenu. j'ai cité un nom. Non, je crois pas. Alors, ben, j'ai fait, donc, j'ai fait 50 entretiens avec des fondateurs et fondatrices Mhm. de startups. J'ai passé mon questionnaire et j'ai réalisé 2 enquêtes de terrain en immersion dans des startups. Et je ne peux pas dire le nom On peut citer les noms? Ah, ok. Ouais. parce que c'est sinon, Mais, c'est plus mhm. confidentiel. Mais il Mais y avait, est-ce qu'on peut parler des modes de création et d'organisation sans toutefois que ça ne pose un ouais, problème, c'est carrément. Je possible? peux décrire ce qu'ils faisaient, Mhm. etc. Donc, du coup, la première startup, j'y suis restée, enfin, j'ai été suivie pendant 8 mois au total. Mhm. Donc, pendant 2 mois, j'étais community manager. Bon, j'y connaissais rien, mais j'étais stagiaire. Et donc la startup a fini par être abandonnée au bout de 8 mois, donc c'était assez intéressant de voir. Ah, elle s'est crachée? Bah, ils ont abandonné le projet parce qu'ils n'arrivaient pas à lever des fonds. Donc Ah, je oh, suis je arrivée vois. au moment où il venait d'être incubé. C'était un incubateur parisien en relation avec la ville de Paris. Je donne un peu trop Mhm. d'éléments là, c'est un peu c'est anonyme, mais bref, c'était un des Bon, incubateurs, ça donne un ordre d'idée en fait de la grandeur c'est ça. du truc, quoi, si Et puis c'était ils un venaient de gros truc toucher ou une pas. subvention PIA, donc à peu près l'équivalent de la BPI. Mhm. Donc ils avaient de quoi vivre pendant 7-8 mois, quoi. Donc, ils ont embauché pas mal de stagiaires. Donc, j'ai pu voir aussi que le modèle des startups est un modèle qui surfait aussi beaucoup sur ces formes d'emploi au départ pour pouvoir développer leur projet parce qu'ils n'ont pas les moyens d'embaucher. Ouais, même si parfois c'est casse-gueule, hein, il y en Ah a bah plein oui. d'entrepreneurs Parce que là, à chaque fois qu'un nouveau stagiaire vient, il faut tout Exactement. réapprendre de zéro et tout. C'est Ah oui, compliqué non, quand je dis même. pas que qu'ils sont forcément très contents de ça pour autant. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de discours de ce serait bien que ce soit plus simple à contracter un CDI parce que et plus facile en fait décontracter surtout. Parce que Ouais, c'est le cas ici en Allemagne quand même au niveau des contrats. Il y a plus de flexibilité par ouais. rapport à... Ouais. Alors voilà, c'est peut-être ça aussi qui les pousse à aller chercher vers des stagiaires. Donc je pense qu'ils sont en effet pas forcément très contents parce que les stagiaires sont pas très expérimentés. Eux, ils attendent compter sur eux comme de vrais salariés, ils peuvent pas toujours. Et du coup, ça crée des situations de travail compliquées quand même. Enfin, entre des fondateurs qui sont dans leur truc et puis qui n'ont pas forcément le temps d'expliquer tout à des stagiaires qui sont quand même là en quête de formation et dont on exige une autonomie énorme alors qu'ils sont au tout début de leurs expériences. Et d'ailleurs, souvent, ils Mhm. font un stage en start-up parce qu'ils n'ont pas encore réussi à atteindre la grande entreprise. Donc, c'est vraiment généralement l'expérience zéro, on va dire. Et du coup, c'est compliqué. Enfin, il y a quand même plein de moments où, d'ailleurs, ça se crache pour ça. C'est-à-dire faut savoir aussi que les entrepreneurs, c'est pas forcément des managers. C'est des mecs qui ont peut-être des idées brillantes, qui savent faire un business plan, qui savent convaincre des investisseurs, mais je pense qu'il va s'agir de gérer une équipe, de gérer des problèmes liés à des ressources humaines, des problèmes liés à un cadre de travail, à des attentes en termes de travail, bah, c'est pas forcément des choses qu'ils savent faire. Donc, j'ai vraiment, parce que, alors, j'ai pas dit, mais au total, j'ai interrogé 80 employés de start-up. Mhm. Donc j'ai quand même eu pas mal de discours où voilà, ça revenait, ce truc de les entrepreneurs sont pas forcément des bons managers et ils se sentent un peu délaissés, livrés à eux-mêmes. Alors ils attendent des fois de la start-up un cadre cool, intégrateur, etc. Mais alors c'est le cas pendant que tout va bien. Mais Mhm. si ça va moins bien, donc c'était le cas là dans la première start-up où j'étais, ils n'arrivaient pas à lever. Alors au départ, c'est pas grave, ils n'arrivaient pas à lever, mais c'était 2 fois plus de travail. Et puis, on continuait sur la bonne ambiance. Et puis, en fait, à un moment, bah, ils n'arrivaient plus à lever, puis ils se décourageaient. Et donc, à ce moment-là, il y avait plus d'after work, il n'y avait plus de lien avec l'équipe. Et c'était juste du stress. Et puis, tout ça, voilà, les stagiaires le vivaient de plein fouet parce qu'ils étaient autour des mêmes tables avec les fondateurs. Donc voilà, c'est un peu à double tranchant, c'est ce que plein me disent. C'est-à-dire que soit ça marche très bien et c'est très agréable, très cool, il y a l'effervescence et puis très vite on est responsabilisé, on a une place importante dans l'entreprise et c'est agréable, etc. On se sent valorisé. Soit bah, ça marche moins bien et donc c'est compliqué. Enfin, ça peut être très compliqué des deux côtés en fait, je pense. Sauf Mhm. que d'un côté, on parle d'entrepreneurs qui généralement ont de quoi rebondir parce que c'est dans un cadre, ils ont généralement négocié une rupture conventionnelle, donc ils touchent le chômage. Voilà, donc là, le cas de la première start-up où j'étais, même, il y avait un qui sortait de l'ESSEC et qui était encore dans son alternance, donc il touchait son salaire de l'alternance. Enfin bref, c'était un montage. Mais voilà, il n'avait pas de problème d'argent.
il faisait ça pour lui. Bon, c'était plus compliqué pour des stagiaires qui venaient à Paris exprès, etc. Et donc, l'autre startup que j'ai enquêté, je voulais comparer un peu en fait les tailles aussi, puis les stades d'avancée, puis voir est-ce que du coup, comparé à ma startup qui n'a pas trop marché, c'est quoi une startup qui marche, qu'est-ce que ça fait à l'organisation du travail et aux gens qui travaillent dedans. Donc, du coup, je suis Mhm. allée voir du côté de startups qui avaient levé beaucoup d'argent et qui avaient au moins 50 salariés. Donc, il y en a qu'un certain qui me diront, mais est-ce que c'est encore une start-up? Enfin, moi, c'est pas la question que je me pose. Ça l'a été un moment. Ils sont passés par tous les modes de financement propres aux start-up. Ils se sont revendiqués comme une start-up et ils sont en train de grossir. C'est une start-up qui grossit. Alors, on peut l'appeler scale-up, on peut l'appeler PME. En soi, juridiquement, c'est une PME. Mais bon, le modèle organisationnel, le modèle de financement, c'est de la levée de fonds, c'est propre aux startups. Il n'y a pas dans d'autres entreprises qui financent comme ça. Du coup, c'était dans une startup en croissance qu'on peut appeler scale-up, Ouais. en hyper-croissance. Donc, ils étaient passés de 50 à 150 salariés en un an, pour te donner une idée. Wow. T'imagines le truc C'est énorme. exponentiel, Et moi, ça. je suis arrivée. Ouais. Donc, moi, je suis arrivée, j'ai bossé pendant 4 mois là-bas. J'ai été T'es recrutée dans arrivé le au pôle moment où ils étaient RH. encore à 50? T'es arrivé au moment où ils étaient encore Non, au je nombre suis de 50 arrivée, ou... ils étaient 122, ils sont passés de 122 à 150 pendant mon terrain. Mais en fait, même si j'ai pas vu, enfin en fait, je voyais quand même encore la croissance se faire parce qu'à 122, ils Ouais, étaient parce que pas, ils de 122 à étaient allés 150, il y a tellement. déjà... ça va vite en quelques mois, en quelques C'est semaines, j'ai surtout envie de dire. que il y a, enfin 6 mois avant que j'arrive, ils étaient 50 en fait. Donc c'était encore frais cette époque-là où ils étaient Ouais. 50. Et même dans la mémoire des gens, donc j'ai fait pas mal d'entretiens, j'ai fait 50 entretiens dans cette boîte-là, sur les 150, sur les 120, ça dépend comment on compte. Et donc j'ai commencé par les anciens pour avoir un peu l'histoire de la boîte et puis comment eux, ils avaient Mhm. vécu la croissance parce que il y en a qui étaient arrivés au tout début. J'ai enquêté les premiers stagiaires, les premiers employés. Et on se rend compte aussi des enjeux humains que ça pose une croissance aussi importante. Et donc qu'une start-up, c'est pas simplement gérer un business, montrer qu'économiquement ça Gérer des égos différents c'est qui ça, viennent de c'est divers gérer aussi horizons. des équipes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire on va lever des millions, embaucher des centaines. Après, il faut gérer derrière. Il faut mettre des cadres derrière. Il faut que la hiérarchie intermédiaire elle suive. Il faut qu'elle soit bien vécue. Il faut que les logiques de promotion en interne elles suivent des logiques de rétribution juste. Enfin, il faut que ce critère de justice fasse sens aux yeux des employés. Sinon, ça crée des crises, des frustrations. Donc, c'est pas sans conflit du tout. Je pense que c'est des entreprises qui font face à des enjeux organisationnels sans précédent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein de travaux qui ont montré comment des réorganisations dans des grands groupes, dans des grandes entreprises avaient créé voilà, des problèmes, des dysfonctionnements, des grèves et tout. Là, c'est différent. On est sur une croissance très, très rapide. Mhm. Euh, avec des moyens immenses qui peuvent être alloués au bonheur au travail. Donc, j'ai vu se faire recruter un culture manager. J'ai assisté à des soirées, et comme on voit nulle part ailleurs, où, avec enfin, je sais même pas comment vous Culture l'expliquer. Manager, c'est un truc qui est copié sur... je crois que c'est Google qui fait ça, n'est-ce pas? Ouais, alors c'est un autre nom pour le Chief Happiness Officer. Enfin bon, chacun y va de son nom différent pour pas être critiqué par. Ça devient de plus en plus à la mode, je trouve Mais à ça. la mode et en même temps, les startups veulent s'en distinguer. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'ils n'ont pas voulu appeler ça un Chief Happiness Officer. On voulait que ce soit autre chose. On Mhm. voulait que ce Est-ce soit de la que, pub. bon, peut-être tout le monde comprend pas, est-ce que tu peux un petit peu définir ce que c'est? Oui, Euh, alors c'était une personne en charge du qui s'occupe bien-être. du bonheur Je des... dirais Ah même oui, du du bien-être, ouais. bien-être parce que ça dépasse simplement le fait d'être heureux à venir travailler, mais il faut que vous vous sentiez bien. Donc ça veut dire des jolis locaux, ça veut dire des canapés colorés, des tissus, enfin des coussins en wax. Il y avait une lapine. Bon, ça, si je dis ça, on sait de quoi je parle. Mais bon, il y avait un petit lapin dans l'entreprise. Il y a des trottinettes partout, des skateboards, on se déplace comme ça. Il y a une grande cuisine partagée où il y a pas de distributeur avec des barres chocolatées, c'est des fruits parce on est sain. Il y a du thé bio, du café bio fraîchement moulu. Euh, Ouais. Tout le monde mange autour des mêmes tables, tout le monde peut aller travailler dans le salon sur des canapés. Voilà, et puis on est dans des trucs très lumineux. C'est un peu en béton, bois, fauteuil en rotin, enfin tu vois un peu le genre de déco Mhm. un peu Emmaüs en plus recyclé, tout ça. Enfin bon. C'est vrai que tu as donné un élément un petit peu, le wax, ça fait penser au truc africain, ça veut dire que ça doit Ouais. être une Exactement, c'était des tissus africains. En fait, ils mélangeaient un bon, tu sais, des trucs un peu avec plein de plantes.
Hmm. plein de plantes, mais très bétonnées avec des verrières et tout. Bon, bref, très joli, très Moi, agréable. j'en ai entendu parler la première fois. C'était un YouTuber, peut-être tu connais, il est très connu en France, Poisson Fégon. Ouais, ça me dit un truc. Et il a fait une vidéo où il essayait de recruter quelqu'un dans ce sens-là qui devait venir faire genre des cookies, parler aux gens, leur demander comment était ta journée. Et puis il disait qu'en fait, ce modèle, il est copié en fait sur ce que Google fait et tout. J'ai checké, j'ai vu, j'ai dit, wow. C'est- Ouais, ça a inspiré. Mais Google, ça a été quand même une des premières boîtes à devoir faire face à une croissance comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une petite boîte qui voulait prendre le contre-pied des grandes entreprises. Et puis au final, c'est une des plus grandes boîtes du monde. Donc, comment tu continues à garder l'esprit communautaire et puis surtout l'attachement que des gens peuvent avoir à ta boîte, tu vois, Mhm, l'engagement qu'ils peuvent avoir à ta marque et à ton entreprise, eh ben, il faut travailler ta culture d'entreprise. Et ben, du coup, ça c'est dans les manuels hein, de management, je t'apprends rien, enfin, je mhm, sais pas si je t'apprends un truc, mais et donc du coup, il y a tout ce truc autour des startups, mais il faut travailler la culture d'entreprise, il faut travailler sur le collectif, il faut que les gens soient contents de venir travailler, sinon ils vont pas s'investir au travail. Et parce qu'en fait, on vient à un autre truc, c'est que dans les startups, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler. Et les ouais. salaires ne suivent pas forcément parce que on embauche tellement qu'on ne peut pas passer notre temps à embaucher plus augmenter les salaires. Donc, il Mhm, va falloir que tu restes un peu à ton salaire un peu de temps ou alors avoir des augmentations un peu minimes. Mais mhm. si tu restes, c'est parce que tu aimes tellement la boîte et tu aimes tellement tes collègues et parce que tes collègues ils te ressemblent et ils ont Et tu crois au projet tu crois au aussi, surtout. projet et Plus. puis oui, c'est ça, tu crois au projet. Voilà, tu te sens bien, tu te sens intégré, tu ressembles à, enfin, tu partages plein de centres d'intérêt avec les autres. Du coup, les pauses déjeuner sont très agréables. Et même moi, hein, j'ai Mhm. passé 4 mois fantastiques. C'est-à-dire que je suis sociologue, je suis censée être neutre, etc. Bon, à un moment, quand on est en immersion, on est forcément, on crée des liens. Enfin, moi, j'ai fait, quand on fait des entretiens comme ça d'une heure où les gens me racontent leur vie puisqu'ils ont vécu même plus d'une heure, forcément, on crée des liens, même au quotidien. C'était très agréable. En effet, j'ai jamais vu ça dans le monde de la recherche. Comment veut dire que dans le monde de la recherche, c'est pas ça. Il devrait embaucher des culture managers. Mais, euh, mais du coup, c'est que ça marche bien. Et moi, ce que je m'intéresse, c'est justement à Mhm. comment des entreprises comme ça parviennent à fidéliser des travailleurs pourtant parfois mécontents et très, très critiques sur tout un tas d'aspects, Ouais. qui seraient rédhibitoires dans d'autres entreprises. Tu vois, ou qu'on aurait entraîné la grève parfois. Donc pourquoi, voilà. Et comment comprendre qu'ils se mobilisent pas, qui critiquent pas ouvertement, qu'ils acceptent passivement, sur quoi ça joue. Et en fait, le levier principal, c'est le collectif de travail. Et la culture d'entreprise. Mais la culture d'entreprise, elle vit pas toute seule. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des gens pour la faire vivre, s'il n'y a pas ces gens-là, Les deux vont ensemble, en fait. voilà. Mm. Et après, il y a aussi ce truc à un moment, la culture d'entreprise et la fierté d'appartenir à une boîte, ça se passait avant tout par les fondateurs, mais peu à Mhm. peu, avec la croissance, les fondateurs, ils deviennent de plus en plus distants. Là, le CEO, moi, quand je suis arrivée, il disait pas bonjour à tout le monde, je le connaissais à peine. Parce qu'il se mettait aussi dans un rôle il faut qu'il devienne dirigeant, il faut qu'il puisse devenir plus neutre, il faut qu'il puisse prendre des décisions Ouais. importantes à certains moments. Donc ça veut dire que s'il se lie d'amitié avec tout le monde, c'est plus compliqué. Voilà, donc ils se sont un peu partagés les rôles entre les fondateurs. Il y en avait un qui était un peu plus proche des équipes, l'autre un peu plus voilà, CEO qui surplombait un peu tout le reste. Mais est-ce que là, il n'y a pas un risque à ce que, disons, avec la réussite, que ça devienne en fait comme une entreprise standard, en fait, en Ouais, créant toute cette distance? Puisque ce sur quoi, en fait, la culture d'entreprise, comme tu disais, ce sur quoi le truc s'est construit, c'est beaucoup plus cette proximité avec soit les employés peut-être ça peut être quelque chose qui est aussi spécifique à cette entreprise-là. Peut-être c'est pas pareil partout. ouais, non, alors je pense que je pense que peut-être que c'est pas pareil partout, hein. Quand on étudie des cas comme ça, isolés, c'est vrai que c'est compliqué de monter en généralité. Et néanmoins, je pense que, enfin, si je vous disais quelle startup j'avais étudié, c'est quand même assez emblématique de tout ce qui se passe, enfin, des startups qui connaissent des situations Mhm. comme ça. Euh, bon, j'ai écrit un article dessus qui n'est pas encore publié parce que c'est très long pour être publié, mais qui justement pose la question de la croissance et ce que ça fait en termes de. Ça sera publié où? Comme ça, on Ça va sera mettre les liens publié dans dans la la nouvelle description. revue du travail. Si c'est publié, attendez, j'ai pas, si je me. J'ai Le pas la- moment venu, on va juste mettre le lien pour Voilà, ceux que ça intéresse. exactement, si c'est publié. Puis j'ai un autre article en cours, peut-être de publication aussi dans la revue Travail et Emploi avec mes statistiques là, dont on a parlé au début. Donc Mhm. pareil, je vous enverrai le lien quand ce sera publié. Ouais, c'est top.
En tout cas, Mais, cette question mais de du est-ce coup, l'autre entreprise, elle a eu beaucoup plus de meilleurs résultats que la première entreprise, là où ouais, tu as fait ton travail de terrain, quoi. ouais, et en même temps, la majorité des startups, c'est le cas de la première que j'ai faite, quoi. C'est des entreprises qui deviendront jamais des très grandes entreprises et qui Mhm. soit abandonneront le projet, soit resteront des TPE avec 10 salariés parce qu'au final, le truc deviendra jamais énorme, il n'y aura jamais beaucoup de clients. Donc, ça restera plutôt petit. Mais bon, les fondateurs seront tellement attachés à leur projet qu'avant de retourner dans un grand groupe, enfin de tout arrêter pour retourner faire cadre dans un grand groupe, c'est compliqué une fois que vous avez été votre propre patron. Enfin, j'ai beaucoup ce discours. Mhm. Ils se battent jusqu'à la fin, jusqu'à le dépôt complet de bilan, hein, et tout. Bah, ils se disent, on se donne jusqu'à la fin de la rupture conventionnelle, enfin du chômage, des 2 ans de chômage grâce à la rupture conventionnelle. Et puis généralement, ça dépasse largement les 2 ans. Je crois la rupture conventionnelle, c'est 1 an, je pense. Non, c'est 2 ans. C'est 2 ans, et puis vous avez le droit à 75% de votre salaire. Donc quand vous avez été cadre à Canal+, c'est plutôt pas mal. Vous avez le droit à un chômage assez important. Donc Est-ce que c'est valable pour tous les métiers, pour quelqu'un, pour un plombier, je sais pas, pour qui avait un CDI et qui décide d'arrêter, est-ce qu'il reçoit aussi une rupture conventionnelle? une rupture conventionnelle, ça se négocie avec l'employeur. Donc il faut que l'employeur soit d'accord, et ça suppose qu'il vous verse des indemnités de départ au moins aussi importantes que des indemnités de licenciement. Donc il faut qu'ils acceptent. Mais généralement, ils ont un intérêt à accepter dans certaines entreprises parce qu'au moins, parce que au moins c'est un mode négocié de départ. Mais il y a des entreprises qui n'acceptent pas. Et dans certains cas, par exemple dans des cas de démission, dans des cas où ça se passait mal et c'est une démission, vous ne touchez rien. Donc la Ouais. rupture conventionnelle, c'est quelque chose qui est un peu la condition à l'entrepreneuriat en France. C'est-à-dire que dans le discours de beaucoup de mes entrepreneurs qui étaient d'anciens cadres, c'est vraiment parce qu'ils ont réussi à négocier une rupture qui se sont mis à temps plein dessus. C'est-à-dire qu'avant, ils avaient le projet en Ah, parallèle de leur boulot. Ils faisaient ça le soir, le week-end, jusqu'au moment où ils se sont dit bah, c'est bon, on peut négocier. Hop, là, on peut se mettre à temps plein dessus. Mais s'il n'y avait pas eu ça, ils n'auraient peut-être pas fait. Donc, il ne faut pas ah, oublier que Pôle emploi est un grand, grand financeur des startups en France. ah, c'est Que c'est c'est bien vraiment plus intéressant. que d'autres institutions. Voilà, peut-être bien plus en finance privée, dont on parle trop peut-être. Mhm. Voilà. Mais du coup, Euh, juste pour en revenir, parce que tu me posais la question, est-ce que ça finit pas par devenir une grande boîte comme une autre? Eh ouais, ben, ouais, c'est un peu ma question, enfin la question que je pose un peu en accroche. Alors, en plein d'aspects, parce que les relations de travail se hiérarchisent, parce que la division du travail devient plus claire, parce que l'organisation va se bureaucratiser, il va y avoir des process mis en place, on va remettre des règles, on va remettre des protocoles à suivre, parce que sinon, impossible de se coordonner à 150 comme on se coordonnait à 20. Et bien, pour toutes ces raisons-là, on se rapproche du modèle de la grande boîte. Et en même temps, pour toutes les autres raisons, donc tous les dispositifs managériaux que j'ai cités, parce qu'on a un lapin, parce qu'on a des trottinettes, parce qu'on a un culture manager et parce qu'on va faire des soirées et qu'il va y avoir des gens qui vont être attentifs à notre bien-être, on reste quand même sur le modèle d'une start-up. Et c'est pour ça que je ça pense vient que un petit peu Google, diluer le truc, quoi. ouais, et c'est pour ça que je pense que voilà, un Google est très différent d'un Amazon, par exemple. Amazon qui est vraiment sur un modèle très industriel. Il n'y a pas de soirée d'entreprise chez Amazon, alors que voilà, chez Apple ou chez Google, il y a une vraie culture d'entreprise, les gens sont fiers de travailler pour la marque. Amazon, il y a quand même pas mal de gens qui, bon, ne vous direz pas qu'ils sont super heureux éthiquement, ni d'un point de vue humain de travailler pour cette boîte. À part si vous êtes dans le siège et que du coup vous gagnez des millions, mais concrètement, c'est pas la folie, quoi. Vous exploitez grave de gens, voilà. Là, c'est un autre sujet. Ouais, sinon, au vu de la couverture médiatique qui est souvent faite pour les startups innovantes qui sortent du lot, pour les startups qui sortent du lot, tu dis dans ton post qu'il y a une approche sociologique, qu'une approche sociologique permet d'apporter un nouvel éclairage sur ce modèle d'entreprise méconnu et probablement Identifié, ouais. mythifié. Mhm. Est-ce qu'il y a de traits, est-ce qu'il y a des traits, des caractères, des trucs qui reviennent à chaque fois en France? Je veux dire, quel est le profil, par exemple, de ceux qui se lancent dans les carrières entrepreneuriales en France? Quelles sont les caractéristiques sociales de leur trajectoire?
leur motivation, même si tu as déjà commencé à répondre un petit peu, mais surtout sur la partie motivation. euh, Alors, donc on a beaucoup, en fait, il y a un peu deux parties. Il y a les anciens cadres et les étudiants. Donc, tu as ceux qui entreprennent à la sortie de leurs études parce que de plus en plus, dans les écoles de commerce et d'ingénieurs, et comme je t'ai dit, ils sortent beaucoup d'écoles de commerce et d'ingénieurs, mhm, il y a vraiment des parcours à l'entrepreneuriat qui sont créés avec des concours de start-up. À la fin, pour valider son diplôme, il faut carrément faire un concours de pitch de start-up. Du coup, mhm. si jamais ils gagnent, bah, ils disent ah bah très bien, on va tenter de monter ça vraiment avec les copains. Donc il y a 25% de mon échantillon, c'était d'anciens étudiants. Alors à nuancer, je pense que c'est lié aussi à mon réseau. Et moi aussi, je suis étudiante, donc j'ai commencé avec des incubateurs d'université. Donc peut-être qu'au final, voilà, c'est pas représentatif de la population, mais j'ai quand même 500 fondateurs, donc on peut dire qu'il y a quand même une grande partie qui est étudiante. Mhm. Et sinon, voilà, ce sont d'anciens cadres, majoritairement des hommes. Moi, j'ai essayé de surreprésenter les femmes dans mon échantillon, mais j'en ai quand même que 25%. Et j'ai essayé Wow. d'aller les chercher. C'est-à-dire que je suis allée sur des groupes Facebook pour les femmes. J'ai posté mon truc, et puis c'est elles qui répondent le plus parce qu'elles sont contentes de participer à des études comme ça. Donc Ouais, j'imagine. voilà, donc elles sont moins, enfin, je pense que voilà, 26%, mais c'est encore gonflé. C'est majoritairement voilà, des enfants de cadres ou de chefs d'entreprise. J'ai 12% de Je te enfants coupe dans pas, des... mais tu penses que c'est dû à quoi? Le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes qui soient... Alors, c'est un vaste sujet, ça. Alors, déjà, il y a toute la sociologie du genre qui montre que dès l'enfance, dès l'école, les femmes ne sont pas socialisées au même type de trajectoire. C'est-à-dire qu'elles vont plus valoriser des métiers qui permettent à la fois de concilier une vie de famille avec une vie professionnelles, mais aussi des filières moins ambitieuses parce qu'elles ont un peu intériorisé ce truc de moins de confiance en elles, la prise de risque est un peu mal vue, etc. Tandis que les hommes, quand ils réussissent, généralement réussissent beaucoup mieux au sens où ils vont vers des filières qui sont beaucoup plus rémunératrices et beaucoup plus porteuses d'un point de vue carrière. Donc ça, c'est un premier point qui se fait dès l'école sur où est-ce que vous allez vous orienter. Donc les hommes Mhm. font plus faire des écoles d'ingénieurs et d'informatique typiquement et ça paye mieux. Et c'est plus des startups qui vont réussir quand vous avez un mec qui est développeur de base ou un mec qui est ingénieur de base. Donc ça à prendre en compte dans la réussite, ensuite dans l'accès et dans la réussite. Et ensuite, il y a l'effet carrière, donc au sein même d'une carrière, d'un même métier par exemple. Les femmes vont être moins souvent dans des postes de direction. Donc ça, c'est prouvé dans toutes les grandes entreprises. Donc elles peuvent vouloir entreprendre à côté, enfin justement pour échapper à ce plafond de verre qu'il y a dans les grandes entreprises. Et néanmoins, c'est plus compliqué parce qu'elles vont faire face à tout un tas de découragements. Toutes celles que j'ai rencontrées me disent devoir faire face à un premier découragement, qui est le fait que elles ont souvent une vie de famille. Donc entre un mec qui a des enfants et une femme qui a des enfants, ça n'a pas le même impact. Déjà, dans l'entretien, j'apprends que les femmes ont des enfants dès le départ, c'est-à-dire que c'est déjà une variable avec laquelle elles ont dû composer quand elles ont pris leurs décisions. C'était pas évident, elles ont dû prendre une nounou ou alors justement à travailler en même temps qu'elles font les lessives et les enfants, etc. Donc elles ont un enjeu de conciliation qui est pas du tout, qui est loin d'être négligeable. Tandis que les hommes, j'apprends souvent à la fin de l'entretien, quand je pose la question qu'ils ont des enfants, ce n'est pas du tout été une variable dans leur prise de décision. Généralement, leurs femmes s'occupent des enfants, ce qui leur permet de s'occuper, enfin de s'adonner à une activité entrepreneuriale qui est très chronophage. Parce que monter une boîte, ça demande d'être tout le temps sur votre téléphone, de tout le temps être au travail, de tout le temps travailler, même le soir et les week-ends. Ça, c'est une vraie réalité qui ressort aussi statistiquement. Ils travaillent tous le soir, le week-end. Mais par contre, je pense que les hommes et les femmes ne sont pas égaux là-dessus quand ils ont des enfants. Mhm. Et donc, les Il n'y femmes a, vont y a moins pas des travailler. profils inversés, genre Ah si, si, de ça meufs qui arrive. entreprennent et Mais c'est le mec souvent, c'est qui des donne le femmes. biberon à la maison et tout. Il n'y a pas Ah ce genre non, de profil. ça m'est pas arrivé. Par contre, ça m'est arrivé d'avoir des femmes qui, malgré tout, entreprennent. Alors, souvent, c'est parce qu'elles sont célibataires et qu'elles n'ont pas d'enfants. Mais malgré tout, j'en ai quand même eu qui Tu penses que entreprenaient. c'est culturel, le fait que... Non, je pense que c'est des dispositions qu'on intériorise aussi. Enfin, on se dit que faut qu'on soit là pour la maison. Donc, si on n'est pas là, personne s'en occupe à notre place. C'est un peu ça l'idée. Et donc, il y a un truc un peu très culpabilisateur. Donc, il y a des groupes d'entraide pour femmes. Donc, elles ont quand même, j'en ai rencontré qui entreprennent, qui ont des enfants, qui ont réussi.
Mais elles me Mhm. disent toutes aussi devoir faire face à une troisième difficulté, du coup, puisque j'en suis à mon troisième critère de découragement, c'est que dans le milieu des startups, tous les acteurs auxquels elles sont confrontées et qu'elles doivent convaincre de leur projet sont généralement des hommes un peu âgés, donc un peu de la vieille école, quoi, et qui souvent leur disent mais des trucs horribles, hein. J'ai eu des témoignages où il y en a une qui m'a raconté qu'une fois en jury, un incubateur pour un comité de sélection, le mec lui dit mais vous arrivez déjà pas à gérer votre famille, vous pensez que vous allez gérer une entreprise, ou des gens, enfin, Wow. au point qu'elles se mettent à pleurer. Et après, on leur dit, bah, vous voyez, vous êtes fragile. Non, mais des trucs affreux. Non, mais il y a des trucs qui se passent qui sont loin d'être suffisamment médiatisés pour le coup. Alors, on médiatise pas mal de choses sur les Mais est-ce startups, mais que est-ce peut-être qu'on pas assez pourra ça. pas voir ça? Est-ce que c'est pas possible de voir ça sous un autre angle, que le mec peut-être il dit ça pour mettre la meuf à l'épreuve, que c'est pas forcément quelque chose de culturel? Ouais, mais alors jamais un homme sera mis à l'épreuve sur sa famille. Il sera mis à l'épreuve en termes de oui, face à vos concurrents, comment vous vous positionnez, ou vous pensez que Mais votre pensez qu'il y a pas justement, c'est ça justifier encore. Ça pourrait, je dis pas que c'est ça, mais je dis, est-ce que ça pourrait encore plus justifier le fait que comme c'est une femme, il faudrait voir si elle réfléchit avec sa condition de femme ou avec sa condition d'entrepreneur. Et du coup, en voilà, donc en posant fait la ces question, questions qui semblent ouais. clichés, du genre, t'arrives pas déjà à gérer ta vie de famille et comment est-ce que tu veux monter une boîte? Est-ce que dans l'autre sens, est-ce qu'on peut avoir ça dans l'autre sens? Si, si, non, mais tout à fait, ils viennent vérifier si elles peuvent gérer de front. Mais sauf que moi, ce que je dis, c'est qu'ils vont vérifier ça que pour les femmes, pas pour les hommes. Donc la question, elle est genrée, elle n'est pas cliché, elle est genrée, c'est-à-dire qu'ils vont la poser que pour les femmes. Jamais un mec sera challengé là-dessus. Et donc, de base, Ouais, ça a pas de sens de poser cette question à un bah, mec en donc vous même temps, voyez bien puisque que du coup, ça n'entre pas dans les mœurs. ouais, non, tu vois bien du coup qu'il y a bien des inégalités qui sont assez discriminantes. C'est-à-dire que qui sont-ils pour pouvoir juger de leur manière de gérer leur vie de famille. Enfin, ça devrait même pas rentrer en compte. Or, ça rentre en compte. Donc, de la même manière que Mhm, ça rentre en compte dans une carrière, dans une grande entreprise où on va lui poser en entretien si tu comptes avoir des enfants, et auquel cas, peut-être qu'on ne passera pas manager tout de suite, ou cadre supérieur tout de suite, parce que tu vas avoir une grossesse et bah, on ne pourra pas compter sur toi. Bah, y a toujours ce mhm, doute aussi envers la femme. Est-ce qu'elle a suffisamment confiance en elle? Est-ce qu'elle va pas nous lâcher avec une grossesse? Est-ce qu'elle va pas laisser tomber son entreprise pour s'occuper de ses enfants? Ou est-ce qu'elle va pas devoir rentrer un soir à 17h et donc manquer d'investissement? Donc il y a ce doute des investisseurs envers les femmes euh, qui est est là. réel, quoi. Il est réel, il est envers les femmes liées à leur vie de famille, alors qu'il n'existe pas envers les hommes liés à leur vie de famille, enfin, quand ils ont une vie de famille. Et donc, elles doivent faire face à ce genre de challenges qui ne sont pas évidents pour elles et desquels elles doivent se défendre et qu'on ne trouve pas du tout légitimes. Enfin, on devrait être, pour le coup, à égalité là-dessus. Et donc, il y en a certains qui se sortent un peu de ces problèmes-là en embauchant des nounous, des tiers. Donc, c'est pas tant. Enfin, il y en avait une qui m'avait vraiment dit qu'elle a réussi à monter sa start-up, à faire ses 2 grossesses pendant sa start-up. Elle était avec des cofondateurs hyper respectueux de tout ça. Donc, super, hein, c'est un super exemple de que ça, c'est possible. Et donc, heureusement que ce soit possible parce que on a quand même ce discours derrière les startups que tout Ouais, le mais monde je peut le pense que ça faire. sort du lot quand même. Mais Pour c'est la ça. Et majorité, c'est puis, pas le cas. elle avait les moyens de se payer une nounou à temps plein. C'est surtout ça aussi. Donc, c'était pas son mec qui faisait ça pendant qu'elle faisait autre chose, c'était quelqu'un d'autre. Alors que la grande différence, c'est que les mecs, généralement, c'est leur femme. Voilà. Donc, ça, c'est quand même un grand truc à souligner. Donc, c'est quand même un milieu compliqué pour des femmes. Et en même temps, voilà, il y a plein de groupes qui existent, donc d'investisseurs, donc de VC spécialisés pour les femmes, de fonds spécialisés Mhm. pour les femmes, de business angels, etc., spécialisés, comme pour Est-ce les... qu'ils ont développé des solutions en fait pour des femmes qui voudraient entreprendre avec cette possibilité de d'avoir toujours cette même vie, genre de pouvoir fonder une famille et tout? Est-ce que il y a des profils d'investisseurs dans ce sens-là qui tiennent compte de ça? Je ne sais pas s'ils proposent des solutions concrètes en termes d'organisation. Néanmoins, l'idée, c'est d'éviter les discriminations en termes de genre. Mais quand je pose la question, donc je posais la question d'entretien, est-ce que vous avez rencontré des difficultés propres au fait d'être une femme? Donc là, grand discours avec toutes les anecdotes que je viens de vous citer et encore plus. Mhm. Et puis je leur demandais, est-ce que du coup, vous avez fait partie de réseaux de femmes d'entraide, ou est-ce que vous avez eu, enfin, vous êtes dirigé vers
des VC spécialisés, nanana. Et il y avait un discours très paradoxal, du coup, après, qui disait, mais non, on n'a pas du tout envie d'aller dans des réseaux spécialisés, on n'a pas envie de se faire assister, en fait, en tant qu'on est des femmes. Et ça fait un peu le fait d'aller dans ce genre de groupe, ça fait un peu, on s'enferme dans une catégorie. On se victimise, en fait. Et c'est ça, et elles sont là, en fait, on devrait même pas avoir à faire ça, parce que finalement, c'est aussi de la discrimination positive de faire ça. Enfin, c'est du coup, en fait, aux yeux des autres, on n'a aucun mérite parce qu'on est passé par des réseaux de femmes pour les femmes, donc c'est pour ça qu'on l'a eu. Et du coup, et je peux comprendre cette ambivalence dans le discours, c'est qu'à la Mhm. fois, elles ont besoin d'aide parce qu'elles sont discriminées de manière très, très invisible, hein, et très, très, Ouais, ça passe en douce, là. c'est pas du tout quelque chose, c'est pas une discrimination. On peut dire, voilà, il y a les chiffres et tout. Enfin, ça va être plus informel. Il va y avoir des formes de découragement constantes, en fait, qui va faire qu'on peut expliquer leur plus faible présence et leur plus faible présence aussi parmi ceux qui réussissent. Mais en même temps, voilà, dès qu'il y a des organisations mises en place spécifiquement pour ça, il y a cette réticence à aller vers une sorte d'enfermement dans une catégorie qui n'est pas valorisée, en fait, en plus. Donc, pourquoi aller s'enfermer dans la catégorie femme si la catégorie femme, elle n'a pas l'air de marcher sur ce marché? Oula, ça marche pas. C'est paradoxal, mais bon, en même temps, Voilà. c'est vrai, c'est très intéressant. Voilà. Donc, tu as cité, tu as parlé des femmes, tu as parlé sur ce profil, il y avait aussi des jeunes. Je sais pas trop, est-ce que tu as une tranche d'âge en ce qui concerne. Ils sont tous, c'est- moi, c'est- c'est- ouais, je pense qu'ils sont en majorité, ils ont moins de 40 ans. J'en ai beaucoup entre 25 et 35 ans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai Genre, quelques-uns. c'est pour ceux qui sortent d'école, en fait, entre 25 et En fait, 35 c'est pas tout à fait ceux qui sortent d'école, parce que ceux qui sortent d'école, ils ont 25, enfin 24, enfin, tu vois, entre 23 et 25. Ça Mhm. va être ceux qui ont fait une école, qui ont eu une expérience professionnelle dans un grand groupe de genre 4 ans. Mhm. Euh, Tu vois, 3-4 stages pendant l'école, 4 ans dans un grand groupe, et là, dégoût parce que c'est Ouais, pas ce qu'on a. on n'en peut plus. Et là, ils montent leur start-up. Donc, c'est environ, voilà, ils ont 28 ans. Et donc, du coup, selon le moment où je les prenais, s'ils étaient au tout début de leur projet, ça faisait 5 ans qu'ils avaient monté leur start-up ou pas, parce que j'avais des moments très différents. J'ai eu des Mhm. fondateurs qui avaient déjà 50 salariés, 100 salariés et tout. Bah, ils ont 32 ans à ce moment-là, ils ont des enfants et tout, mais au départ, ils en avaient Ouais. pas. Enfin, voilà. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est un entrepreneuriat de gens qui n'ont pas de contraintes familiales au tout départ, qui sont quand même jeunes, qui ont vraiment ce discours aussi du c'est le moment ou jamais. J'ai pas d'enfant, Ouais. j'ai pas de C'est contraintes, maintenant ou jamais, j'ai pas de ouais. crédit à la banque, voilà. Donc c'est maintenant. Euh, Soit je le fais maintenant, soit je, 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 je- j'attends mes 60 ans et puis je grogne ça, comme. c'est ça, je grogne et puis ils sentent que et ça vient révéler quelque chose de toutes ces jeunes générations qui sont sorties des écoles il y a 7-8 ans, ou même il y a 5 ans là. Mhm. À qui on avait promis des choses en termes d'épanouissement au travail, de sens au travail, qui savent faire plein de choses et qu'en fait se retrouvent dans des structures où c'est tellement rigide qu'ils peuvent rien changer. Dès qu'ils ont des idées, ça se met pas en place. Dès qu'on veut changer un truc, ça met 10 ans. Bon, bah, ça dégoûte. Et alors, du coup, voilà, c'est ces gens-là qui sortent du marché du travail, mais qui ont les moyens quand même d'en sortir parce qu'ils peuvent rebondir si jamais ça marche pas. Et puis surtout, ils en sortent avec un salaire de cadre qui était sympa, donc une rupture conventionnelle et un chômage indexé dessus. Ouais, Donc c'est ça pareil. permet C'est pas comme s'ils se lancent les yeux fermés, quoi. Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça que quand ils disent effectivement. un peu on prend un risque, oui, oui, parce que tu as l'impression d'en prendre un, parce que oui, Mhm. tu te mets quand même au chômage, alors que tout le monde attend de toi dans ta famille que tu sois dans une situation stable. Mais non, ça va. Donc il y en a qui Donc, prennent vraiment des risques, et c'est plutôt voilà, ceux qui viennent de banlieue, qui, pour faire leur école de commerce, ils en ont fait une, ils ont dû s'endetter, donc ils ont déjà un crédit sur les épaules. Pour aller voir une banque et leur dire est-ce que je peux refaire un crédit pour une boîte, bah là on leur rit un peu au nez. Du coup, bah, ils sont obligés de bosser à côté un job alimentaire pour financer leur start-up. Donc là, on n'est pas sur les mêmes réalités. Ça va prendre 6 ans pour toucher mhm. une subvention BPI. Là où le mec qui sort d'école, au bout de 3 mois, c'est plié. Le business plan, il est fait. Et même s'ils n'ont rien, ils peuvent toucher BPI. Ouais, c'est top. Pour rebondir sur ça, en fait, on sait tous aussi qu'en France, en fonction du lieu où tu nais, on peut facilement spéculer sur l'avenir que tu auras. Je ne généralise pas, mais c'est une réalité dont on doit tenir compte aussi. Donc, avec le travail de terrain que tu as effectué, peut-on dire que les startups seraient un nouvel instrument d'égalité des chances et l'idéal méritocratique, comme tu parlais dans ton post, ou alors cela ne tient, ça tient aussi, ou alors c'est pareil et il n'y a pas de différence en fait.
Est-ce que grâce à une startup, peut-être pour reformuler, le fait de monter une startup qui a du succès, euh, ton origine ou ton sexe ou tes motivations, ça compte plus, quoi. On regarde juste la startup qui fonctionne, qui a du succès et puis Oh, c'est tout, quoi. si, non, je pense que si beaucoup de gens y vont alors qu'ils savent que ça, il y a de grandes chances qu'ils se cassent la gueule, pardon de dire ça comme ça, mais que ça ne marche pas, Mhm. c'est bien que c'est bien une étiquette de prestige en soi que de monter une start-up, même si ça ne marche pas. Il y a vraiment cette culture de l'échec. Mais c'est vrai que, enfin, je dirais pas que, par exemple, ça sert à rien, c'est nul. Au final, on retombe dans les travers de la grande entreprise parce que certes, on va retomber sûrement dans les travers de tout ce qu'ils voulaient éviter. Et j'en ai même plein qui m'ont dit ça, des fondateurs qui me disent en fait, je suis dégoûtée parce que j'ai voulu quitter une grande entreprise et quand j'augmente la taille de mes effectifs, je suis obligée de mettre en place des hiérarchies, je peux plus gérer ça de manière horizontale comme je le voulais. Donc ils quittent aussi des idéaux, ça leur fait mal. Néanmoins, je pense que ça fait sens aujourd'hui pour tout un tas de jeunes. Faut juste pas oublier lesquels. C'est pas des jeunes n'importe qui, c'est pas des self-made man partis de rien au sens où ils seraient, enfin voilà, où ça permettrait de sortir de la pauvreté des gens. Voilà, l'entrepreneuriat, il sort de la pauvreté quand vous faites Uber, quand vous allez faire chauffeur Uber. Là, peut-être que vous allez faire face à une situation de précarité, mais monter sa start-up, c'est pas donné à tout le monde. Il faut du temps, il faut des moyens, il faut une stabilité économique, il faut du réseau, faut maîtriser les codes de cet écosystème qui sont les codes des dominants. Et donc, si vous êtes vous-même, si vous appartenez à ces classes-là, bah, c'est plus facile. Sinon, il va falloir les apprendre, donc ça va être plus long. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être plus long. Et donc voilà, je pense que c'est un modèle d'entreprise qui vient répondre à des besoins aujourd'hui de jeunes sur le marché du travail. Donc tant mieux qu'il existe. Je pense que c'est une alternative en termes de trajectoire, de carrière, à la fois pour les fondateurs, mais aussi pour pour les employés qui cherchent un cadre de travail plus souple, plus, plus humain, plus cool, etc. Et qui du coup s'y retrouvent. Mais moi j'ai adoré aussi y aller. C'est très très agréable de travailler dans ce genre de cadre. Néanmoins, bah voilà, faut pas oublier. En fait, c'est vrai, pour ça que j'avais un peu appelé mon mémoire à l'époque. Est-ce que ce serait pas le mythe de la libération du capitalisme par le capitalisme? Parce que c'est vraiment un modèle d'entreprise qui cherche Bon, à c'est se intéressant, libérer ça. C'est... du capitalisme comme on l'entend, comme le méchant capitalisme des grandes entreprises et des grands groupes qui viennent complètement aliéner les salariés et puis leur donner zéro marge de manœuvre et puis je sais pas, zéro rétribution. Et du coup, on veut créer un autre modèle. Et en fait, on le crée aussi par le capitalisme. Il se fonde entièrement là-dessus. C'est-à-dire Ouais. qu'il est financé par lui. C'est une sorte de néo-capitalisme, en fait, parce que là, on parle des startups, mais on ne parle pas, en fait, aussi du gros business qui est au-dessus de ça, en fait. Je Bah parle ouais. par exemple, des fonds d'investissement, des gens qui sont là juste en haut, qui regardent des trucs qui Mm, peuvent mm. potentiellement marcher, qui mettent juste quelques millions et puis après, ils se prennent de très, très grosses dividendes Oui. lorsque ça fonctionne, quoi. Et on ne parle pas non plus suffisamment, enfin là, j'en ai pas du tout parlé, par exemple, mais de tous les rachats. Parce que ceux qui financent, c'est aussi beaucoup de grands groupes. Donc, il suffit que vous ayez Carrefour qui mette de l'argent dans votre start-up. Vous n'êtes plus aussi libre qu'avant et vous êtes un peu plus grand groupe que start-up. Et c'est Ouais, là, compliqué de garder votre il y a culture là des... et votre identité dans ce genre de configuration. Et donc, le nombre de startups qui se sont faites racheter, qui se sont faites intégrer, et en fait, les fondateurs se sont barrés parce qu'ils se retrouvent plus. Et puis ensuite, c'est tous les salariés qui s'en vont parce qu'il n'y a plus rien de l'identité du départ, de l'effervescence du départ. Ça vient bien montrer aussi que c'est un modèle d'entreprise qui, à mon avis, est temporaire. Alors, soit il est très bien géré et on arrive à des boîtes comme Criteo, là, c'est une Blablacar, c'est des succès français qui marchent bien, où il y a encore une culture, Mhm. etc. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, ça peut se casser la gueule encore demain parce qu'il faut encore qu'ils lèvent des fonds, mais qui ne sont pas rentables. Donc, il faut qu'ils continuent à séduire des investisseurs. Mais voilà, à un moment, il y a un peu, les fondateurs, ils sont pris Ouais, par les actionnaires financièrement, qu'ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se font virer. J'en ai pas parlé non plus, mais j'en parle dans mon article que j'ai écrit là. des Voilà, gens il y a qui des se font gens. virer de leur propre startup. Ouais, parce qu'au départ, Euh, on prend des gens qui sont pas forcément les meilleurs du marché parce qu'on n'a pas l'air de l'argent pour, mais quand on grossit et qu'on essaie de se je doter. pense que c'était le cas pour Steve Jobs, n'est-ce pas? Avant l'iPhone et tout, je pense qu'il s'est fait virer.
du truc avant qu'on l'a rappelé après, ou c'était pas dans les mêmes conditions? Non, mais lui, il a délaissé plein de gens qui étaient au départ avec lui. C'est-à-dire que tous ceux, il y avait Steve, merde, son autre copain là, avec qui, enfin, le développeur qui avait géré tout le code derrière Ah pour ouais, créer j'ai oublié comment il le s'appelle. Ouais, c'est lui, Postman, voilà. le CTO, Euh, là, la fâche cachée du truc, quoi. et bref, ouais, donc du coup, la honte, le mec qui parlait startup et qui se rappelle pas de ce nom. Mais bon, bref, donc ce mec qu'il avait au départ, et ben à un moment, quand il faisait partie du groupe et que ça devenait super gros, il était plus rien aux yeux de enfin, de Steve Jobs et ça lui a fait Steve Jobs. vraiment un choc au point qu'il il s'est barré. Donc toute l'équipe du départ avec qui il avait été très proche et sans L'équipe qu'il qui a montée, rien en n'aurait fait, au départ. existé en fait. Et ben ils sont plus aussi importants que par le passé parce qu'ils sont dépassés techniquement, parce qu'il y en a d'autres qui sont plus jeunes et plus diplômés qu'eux, parce qu'ils sortent de Stanford plus récemment, parce qu'entre-temps, les technologies ont avancé. Et c'est ce qui se passe dans les startups. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont embauché des stagiaires à moindre coût qui sortaient d'école, donc c'était très bien, très, très pratique. Maintenant, ils cherchent à recruter des talents. Ces gens-là se retrouvent vite dépassés techniquement. Comment leur trouver une place dans l'organisation? Donc, si vous n'avez pas une vraie volonté des dirigeants, des fondateurs d'accompagner les salariés du début dans le changement et de leur retrouver une place dans l'organisation, soit vous les poussez à la démission parce qu'ils sont plus là où ils sont, enfin, à leur place, soit vous leur dites gentiment qu'ils sont plus suffisamment compétents et qu'ils vont devoir quitter l'organisation et vous leur proposez une rupture conventionnelle de manière un peu forcée. Et c'est ce qui s'est passé dans la startup où j'étais là la dernière, où il y a eu plein de départs comme ça, un peu en mode bon voilà, partez, prenez ce chèque et puis partez. Donc, c'est une manière aussi de gérer la croissance comme une autre, hein, mais en fait, ça montre quand même bien qu'il y a des enjeux. C'est pas juste un modèle Ouais, économique, c'est aussi des enjeux humains. Et ça en reste du termes de business quand même. travail, c'est intéressant quoi, aussi, de ce que ça fait à l'organisation et tout. C'est intéressant. Voilà, je suis très bavarde. J'ai parlé. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très, très intéressant. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, surtout le côté de San Francisco, comment est-ce que les choses, comment est-ce que ça se passe, surtout la partie des financements de start-up et des Oui, achats-reventes avec les VC, les séries A, les séries B. C'est quelque chose que je trouve on ne parle pas assez. Il y a quelques médias, quelques podcasts qui en parlent, mais sinon, c'est pas quelque chose qui est populaire. Les gens regardent juste la partie visible, en fait, comment les startups elles se montent, comment elles évoluent et tout. Mais il y a toute une partie obscure, en fait, entre les rachats, comme je disais précédemment. ouais. Je trouve ça très Et encore, moi, je intéressant. trouve qu'il y a plus de travaux dessus, sur ça, sur les financements, les investisseurs et tout, que Mhm. sur l'organisation du travail. Parce qu'il y a peu d'enquêtes qui ont été menées C'est enfin, tout un métier, en fait. Il y a des entreprises qui sont là juste pour aider d'autres entreprises à monter un dossier de financement, quoi. C'est ouais, tout un autre métier. c'est ça. Je pense qu'aux États-Unis, ce sera encore plus visible parce que j'ai cru comprendre que les VC sont beaucoup plus nettement des anciens entrepreneurs qui ont fait fortune et Ouais. qui, du coup, sont vraiment là. Vous pouvez les fréquenter aux côtés des entrepreneurs, tandis qu'en France, Ça devient les gens riches, petit à petit, ça devient le cas en France, hein, quand tu vois, par oui, exemple, c'est vrai. quelqu'un comme Xavier Niel, ou ils sont pleins petit à petit Mais ils sont plus qui âgés, c'est pas des gens qui vont enfin, les business ouais, pour angels, la plupart, ce sont des âgés, hein. Pour la plupart, les vrais ils ont roulé riches. la bosse. Ceux qui peuvent vraiment investir, c'est plutôt des dirigeants de grands groupes ou de grands fonds, un peu voilà, plus vieux. Je pense qu'aux États-Unis, il y a un peu plus cette porosité en termes de. Enfin, voilà, vous pouvez vraiment les rencontrer au coin d'une rue, au même titre qu'un CEO, quoi. Enfin, donc à voir, je vous dirai hein, si j'ai pu en Mhm. rencontrer. En tout cas, j'ai une bonne viralité sur Facebook, c'était sympa. J'ai un peu halluciné. Et, sur Ah, c'est vrai que j'ai pas checké sur c'était ça. Facebook. T'as fait le même post sur Non, Facebook, le non, même je voulais post. dire LinkedIn. Je me suis trompée. Ah, ok. Mais oui, j'ai fait un post sur Facebook sur un groupe, mais ça n'a pas du tout marché. Ça a intéressé les gens. Ouais. J'imagine Facebook, c'est pas trop. Donc LinkedIn, c'est vraiment bien. Ouais, c'est trop. Moi, je suis la preuve. L'interview qu'on est en train de faire, c'est parce que je suis tombé sur ton post et puis ça m'a piqué les yeux, en fait, parce que en plus, c'était très, très bien écrit. J'ai presque envie de dire, c'était clickbait quand même. C'était très bien Mais tu sais écrit. que j'ai écrit ça, mais faudrait pas que je le dise, mais un peu à l'arrache, que j'ai pris une vieille capture d'écran de San Francisco, enfin, le truc.
Ouais. J'aurais jamais pensé. Et comme en fait, Ah, j'avais passé mon questionnaire à l'époque sur LinkedIn, j'ai mhm, ajouté 1100. Enfin, au départ, l'année dernière, j'avais 200 contacts sur LinkedIn. 200. mhm. Et donc, j'étais là, bon, bah, j'arrive, il faut que je fasse passer mon questionnaire. Donc, j'ai ajouté, je suis passée de 200 à 1500 contacts. J'ai ajouté voilà, 1300 fondateurs et fondatrices de start-up à la chaîne, mais beaucoup Ouais. plus en fait que j'en ai ajouté, puisqu'il y en a 1300 qui m'ont accepté en retour. Ouais, c'est que le taux d'acceptation, quand même, il est beaucoup plus élevé que sur Facebook. Oui, Et exactement. les posts sont aussi beaucoup plus natifs que sur Facebook par Et rapport puis, à vous avez avant. les vrais noms, vous pouvez chercher par statut. Moi, je tapais Mhm. CEO, co-founder, j'étais à peu près sûre de tomber sur quelqu'un de start-up, parce que personne ne s'appelle Ouais. comme ça dans un grand groupe. Ouais, sans même utiliser le logiciel, la Sales Navigator, tu peux déjà avoir Ah, moi, j'ai fait des plein recherches de juste data. ouais, en recherche, quoi. Et Ouais, en ouais. fait, du coup, ben, je pensais pas, mais j'ai un énorme réseau de fondateurs de startups. Donc, quand j'ai mis ce post, ça a eu une viralité assez incroyable. Et Voilà. même pour contacter les gens, en fait, il y a, moi, c'était le cas pour moi. Il y a une interview que je vais faire avec une influenceuse. En fait, elle est avocate, Ok. mais en même temps, elle est influenceuse sur Instagram. Elle a plus de 140 000 fans sur Instagram. Elle, tu lui écris un message sur Instagram, c'est à D'accord. peine, elle va pas voir parce que là, il y a un gros flux. Mais là, sur LinkedIn, j'ai écrit un message et puis, pap, direct, on a commencé à s'échanger. Ouais, elle était chaude pour faire le truc, mais je suis sûr que sur Instagram, en fait, les mentalités sont pas pareilles, quoi. C'est Ouais. un milieu professionnel. Les gens, ils savent que si tu viens, si tu vas avec quelqu'un, ils s'attendent à ce que tu viens pour parler de quelque chose de beaucoup plus cérébral, quoi, quelque chose de beaucoup plus intéressant, Et quoi. Ouais. professionnel et tout. Ouais. Professionnel, ouais. Et puis, c'est ça, on s'adresse de professionnel à professionnel. C'est pas pareil que. Enfin, bon, en tout cas, c'est très puissant. Donc, j'ai des Mhm. contents. Donc, quand Mais est-ce que parce que ça va faire 2 ans et tout, t'as jamais été influencé par de sortir en fait de ton monde, en fait, de la sociologie et tout, pour monter toi-même ton propre truc? Est-ce que t'as pas été tenté en fait, à force de voir tout ça? Est-ce que ça t'a pas euh, influencé quelque part? Je sais pas. tu m'entends ou pas? Parce que. Ouais, je t'écoute bien. Ah, ok. T'as compris la Oui, question? c'est bon, c'est bon. Alors non, pas du tout. Moi, je suis pas très. J'ai pas du tout ce. Je sais pas me vendre en général, donc déjà c'est mort pour moi. Donc moi, je suis fascinée par ces gens qui arrivent à Mais vendre c'est pas quasiment. forcément se vendre, hein, c'est aussi parce qu'il y en a plein qui savent pas se vendre, mais ils sont juste dans l'idée qu'ils veulent monter un truc en fait. Monter un Ouais, mais truc, moi, faire en fait, quelque j'ai chose qui a du l'impression sens. de monter mon truc en faisant ma thèse. Enfin, si tu veux, quand tu fais une thèse, t'es un peu ton chef C'est d'entreprise. de l'entrepreneuriat. Par exemple, tu Euh, as pu constituer un fonds pour pouvoir monter ta C'est thèse. ça, moi Ça, je c'est de choisis mes horaires l'entrepreneuriat, comme moi, je je veux, il trouve. n'y a personne qui vient me dire ce que je dois faire quand je dois le faire, j'organise mon temps, je prends mes décisions, voilà, je suis très, très... En fait, tu es entrepreneur, quoi. Eh bien, je suis entrepreneur, mais avec moins d'argent, Sans le dire, quoi. avec moins d'argent et moins d'avantages peut-être, mais bon, en fait, moi, j'ai pas de compétences pour être entrepreneur comme ils le sont. Moi, j'adore mon métier, j'adore faire... Si tu as des compétences, puisque là, il y a plein de choses que tu sais, il y a plein même ne serait-ce qu'au niveau de l'analyse, de faire déjà comprendre à un entrepreneur que même s'il a l'idée, même s'il a le talent, même si techniquement ça va et tout, par exemple, le côté management, c'est tout un autre métier. Il doit accepter par exemple, qu'il doit se faire suivre ou déléguer cette partie de management. Ça, c'est quelque chose que, avec tout ce que tu as fait comme recherche, que tu peux conseiller à un start-upper qui commence ou même à quelqu'un qui a un stade évolué, quoi. Ouais, bah alors voilà, moi, je préfère avoir clairement le statut de regard extérieur, analyse, conseil à la limite s'il faut conseiller, mais bon, enfin, généralement, ils sont assez grands pour se rendre compte tout seuls, hein. Oh, J'ai pas que non, besoin de crois-moi, dire quoi que ce non. soit pour qu'ils se dotent Ils ont la de. tête dans le guidon et il y a plein de choses que tu as besoin d'avoir des avis externes pour parfois Voilà, itérer après, c'est ou... ce que je vends un peu quand je rentre sur le terrain. C'est pour ça que j'ai pu faire ces enquêtes, hein. Sinon, je me serais jamais retrouvée en immersion dans ce genre d'endroit. Mais non, mais moi, j'aime beaucoup mon indépendance, mon métier. J'aime beaucoup prendre le temps d'écrire aussi parce que c'est pas. Enfin voilà, moi, j'aime bien produire des articles. C'est très exigeant. C'est dans des revues scientifiques où faut Mhm. vraiment beaucoup En bosser parlant à de la ça, t'as fois. pas un blog ou un site là où tu partages, là où tu partages directement tes propres contenus? Ça pourrait être intéressant. Surtout cette thématique, c'est assez niché quand même. Ouais, bah alors peut-être après. En fait, c'est compliqué parce que je suis déjà en train d'apprendre à écrire en mode scientifique.
que faudrait déjà que je vulgarise ma recherche, mais des fois, je sais pas forcément encore quel résultat je vais envie de tirer exactement. Est-ce que je vais assumer ce que j'aurais dit là dans 3 ans, quand j'aurai fini ma thèse et que je l'aurai écrite. Enfin, voilà, j'ai pas envie de me précipiter trop non plus parce que je suis qu'en deuxième année de Mhm. thèse, je suis assez jeune. J'ai pas envie de me réécouter dans 10 ans ou de relire un blog et, enfin, voilà, et de me retrouver décrédibilisée soit aux yeux des entrepreneurs parce que ce que je dis, bah, ça fait pas plaisir des fois à entendre, ou aux yeux des chercheurs parce que ce que je dis, c'est un peu trop instrumentalisé par les entrepreneurs. Donc j'essaie de faire attention pour l'instant. C'est la première fois Mhm. que je communique d'ailleurs de manière très informelle là. Ben, moi, je te comprends, même si je suis pas d'accord, je te comprends. Moi, j'ai toujours cette réflexion d'entrepreneur que, ouais, tu fais un premier jet, même si c'est quelque chose que tu peux regretter dans 2 ans. Le plus important, c'est que tu l'itères à chaque fois. Tu l'exposes aux gens, tu auras des retours positifs, négatifs, Voilà, mais bon tu auras après, quand même des retours que j'essaie, tu pourras. j'expose, hein, mais j'expose dans le monde de la recherche pour l'instant. J'en suis à, je te dis même pas combien de versions de chacun de mes articles. J'en ai écrit 3. J'ai écrit 3 autres communications dans le monde de la recherche, mais c'est des articles de 20 pages hein, dont je te parle. Tu vois, c'est pas. Mhm. Et donc Bah, voilà, ça c'est fait des beaucoup heures de quand même. reprise. Genre, j'ai fait 10 versions pour chacune des 2 versions que j'ai déposées. Enfin, c'est très très long. J'ai des retours. Je bosse énormément là-dessus, mais je peux pas multiplier complètement mes sources de retours, sinon je vais pas réussir à garder ma ligne aussi. Je pense qu'il faut que voilà enfin, voilà, j'avance un peu à mon rythme aussi. Le milieu de la recherche, c'est assez lent. J'aimerais que ça aille plus vite, mais c'est la vie et du coup je vais attendre, mais je pense qu'à un moment arrivera le moment où je vulgariserai un peu plus. Ouais, pourquoi pas créer un site où je mets voilà ce que je pense ou le publier sur. Moi, c'est ce que je te souhaite en tout cas, et le plus tôt que possible en fait. Je trouve que ce serait, en plus, il y a personne, je pense pas, Non, ou peu de personnes ce serait vraiment quelque chose d'intéressant, quoi. Ce serait un petit peu comme un carrefour où tu pourrais même inviter, je sais pas, d'autres entrepreneurs à venir partager leur propre expérience et échanger avec eux pour pouvoir davantage entrer dans leur tête et comprendre tous ces mécanismes psychologiques et philosophiques qui animent cet esprit d'entrepreneuriat, en fait. ouais. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé d'avoir cet échange avec toi et j'ai hâte qu'on se refasse une deuxième partie parce que forcément, tu auras de grosses anecdotes à raconter pour San Francisco. C'est Carrément. quand même, c'est le centre de tout. Je suis sûr que tu auras tu vas faire plein d'expériences intéressantes là-bas. Bah, j'espère, Ouais. j'ai hâte un peu. J'ai très peur, mais j'ai hâte. Hmm. Ben là, on arrive sur la fin Ouais. et Merci beaucoup. ce que j'aimerais savoir, c'est avant quelques petites questions encore. Est-ce que tu as des petits secrets comme ça que tu pourrais partager pour mieux bosser, des soupapes dans la semaine, des outils un petit peu spécifiques, des applications? Que fais-tu pour être plus efficace, plus productif? Alors moi, très personnellement, euh, moi je suis très très organisée. Alors j'ai mes agendas, j'ai un agenda papier que je garde, où j'écris tous mes trucs. C'est un peu comme une sorte de bullet Hmm. journal. C'est un peu tout mon agenda. Pas des trucs en ligne, pas de Evernote ou Bah, des petits trucs. ceux qui veulent que je leur envoie des invitations, je leur envoie des invitations. Mais moi, si je l'ai pas noté dans mon agenda, concrètement, j'oublie quoi. Donc je sais que je fais confiance qu'à ce que je note. Bref, en tout cas pour moi, l'organisation c'est la clé. Et donc et aussi je me fixe des journées de travail. Donc là, c'est la première fois que, enfin, genre c'est rare que je finisse à 19h le soir, même si ça m'arrive. Mais je me fixe de ne pas travailler le soir et de ne pas travailler le week-end. Et c'est un truc que ma directrice de thèse m'avait dit, mais je ne lui en serai jamais autant reconnaissante qu'aujourd'hui où je suis sous l'eau complètement. Parce que pour faire face à la charge de travail, ben, il faut reposer son cerveau. C'est-à-dire que le lendemain, si vous n'avez pas arrêté. Ouais. Mais Moi, même, c'est ça ce veut que dire pas de mail, ça veut j'essaie. dire pas de mail, pas de PowerPoint, pas de machin. C'est-à-dire, si vous n'avez pas réussi à le faire dans la journée, ben, vous n'avez pas réussi à le faire, tant pis. Ou alors, J'essaie de me le dire, mais j'arrive pas. Je suis toujours tenté à aller voir soit le week-end, soit ou bien quand je suis en train de bah oui, bosser bah avec ça dépend quelqu'un. des Aller phases. Moi aussi, checker. quand j'attends des mails importants ou quand c'est horrible en ce moment parce que je parle avec des gens qui sont à 8 heures de décalage de moi. Donc à 18h, c'est le début de leur journée. Donc je me retrouve à faire des doubles journées où je commence hyper tôt le matin, où je réponds à tous mes messages de la nuit parce qu'ils m'ont Hmm. tous contacté la nuit. Et puis du coup, ça fait 7 heures qu'ils m'attendent ma réponse. Et donc, et puis je fais des entretiens à 18h parce qu'il est 8 heures du matin, quoi. Donc c'est horrible.
Mais donc il y a des phases comme ça un peu chiantes. Quand je faisais passer mon questionnaire, c'est pareil. Surtout quand on est dans le réseau, c'est un peu très chronophage, pardon. Parce qu'on se dit toujours qu'il faut répondre, il faut dire merci et tout et tout. Mais bon, en règle générale, il faut quand même se dire, voilà, dans la journée, ou alors si c'est des périodes comme ça, moi j'arrête un peu tout le reste, quoi. Donc je produis pas la décrit. Là, je passe ma semaine à vraiment faire du réseau, répondre à tous mes messages. Par contre, la semaine prochaine, je sais qu'il faut que j'écrive un truc en anglais. Je me bloque 2 jours en entier et je réponds à rien. Et voilà, c'est la vie. Personne n'aura de réponse et je bloque et je bosse sur mes trucs. Et en parlant de l'anglais, c'est quoi ton niveau? Ça ira pour ce Euh, que tu vas faire à San Francisco? et écoute, on verra, ce sera la surprise. Non, On en parlera dans la deuxième partie. je vais regarder Game of Thrones pendant 6 saisons, puis on verra si. C'est peut-être la meilleure façon d'apprendre. Moi, je regarde beaucoup de séries en anglais. Je comprends plutôt bien. Mais quand je dois parler en anglais à côté de français, ça me tétanise. Je trouve que les gens en France se jugent vachement. Enfin, moi, j'ai toujours peur d'être Ouais, jugée pour c'est mon vrai truc, quand donc je ne me même. prends pas du tout au sérieux. Mais en fait, les peu de fois où je suis partie à l'étranger, j'étais agréablement surprise au final, je me démerde, quoi. Je fais pas trop de Ouais, fautes. puisque là, Donc, on t'es verra. en immersion. Mais je pense que ce truc est beaucoup plus français, puisque moi, ici en Allemagne aussi, quand j'apprenais l'allemand ou bien quand je m'exprime, quand tu fais des erreurs, ils ont un peu ce côté anglo-saxon, tu vois. Ils vont plus te corriger que se moquer de toi, tu vois. Ouais. Mais pour quelqu'un qui apprend le français, je pense que c'est le contraire. Dès que tu vas faire un truc, les gens, ils vont se moquer, en fait. Mais bon, Grave. Et donc, c'est une ils se moquent aussi parenthèse. de ton accent quand tu essaies de faire un accent anglais. Alors, si t'en fais pas, tu passes pour un débile. Et si t'en fais trop, tu passes pour un pédant qui essaie de se prendre pour un Américain. Donc, c'est très compliqué. Moi, je déteste parler anglais devant des Français. Du coup, j'espère que là-bas, ça va me décoincer un peu. Donc, on verra. Donc, je peux pas trop dire. Ça, c'est un peu le. C'est à voir. C'est pour la deuxième partie. Voilà. Ben moi, pour cette section, moi, je vais proposer Headliner. C'est une solution que j'utilise pour créer des courtes séquences vidéo pour mes podcasts. Ça, c'est beaucoup plus pour des gens qui font aussi des podcasts. Et il y a façon de transformer les pistes MP3 audio en petites courtes vidéos pour faire genre des petits teasings, soit sur LinkedIn lorsque je vais faire la promotion de mes épisodes. Ok. Et Ah. avec moi en vidéo? Non, non, ça sera format podcast et la vidéo. Là, on se voit juste pour Ok. que ce soit Ah beaucoup. non. Comme on n'a pas la chance d'être en physique, pour que ce soit plus interactif, quoi. Oui, oui, non, mais Mais très sinon, bien. c'est Moi, j'ai pas. peur parce Il n'y que a pas de là, oulala. vidéo, non. Non, il n'y a pas de vidéo, ce sera pas de vidéo. Ça sera juste un format podcast. Et le fichier vidéo, ça sera juste un fichier comme ça avec une petite Ouais, vibration j'ai vu et le comment ça son de la présentait voix, sur quoi. Spotify ta chaîne. Hmm. Super. Donc, c'est un Eh petit peu bien, ça. j'ai hâte d'écouter ça. Enfin, d'écouter. Hmm. C'est vrai que j'ai encore quelques petites questions. Ben, on a fini. Je sais que je te prends beaucoup de ton temps, désolé, mais c'est les questions que je pose souvent à chaque invité. Qu'est-ce que tu... Là, je sais pas, peut-être ça fait pas poli de te demander ton âge. Ma Ah, question, en fait, c'est qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans? Mais je sais pas. Pour faciliter les choses, quel âge tu as si ça te pose pas j'ai de 24 ans. questions? 24 ans. Bah, si on retourne 4 ans en arrière et puis toi, tu te vois avec, avec l'état d'esprit que tu as actuellement et tu dois donner un conseil à ton toi-même, à ton Marion qui a 20 ans, en fait. Oh, putain. Je sais pas, moi, bah, pas avoir peur du burn-out, hein. Tu as peur du burn-out? Ne pas croire que ça arrive qu'aux autres. Non, je rigole. Non, je sais pas. Non, je pense que faut. Je sais pas. Moi, je doute pas mal de moi-même mais je doute toujours en fait. Donc, je ne serais pas trop en mesure de me donner des propres conseils. Je n'avais pas l'impression que je suis sortie de l'auberge du tout. Donc, par contre, je me serais peut-être dit, ouais, la thèse, c'est sympa, mais ça dure quand même bien longtemps. Donc, réfléchis bien. Peut-être oriente-toi. C'est peut-être le moment de faire un emprunt bancaire et vers une école de commerce. Non, mais je sais pas. Marie-toi avec un homme riche parce que tu gagneras pas beaucoup d'argent. Voilà. Ou le contraire, entreprends, deviens riche, comme ça, tu auras juste à épouser le mec qui te plaît. Voilà. Non, en vrai, je sais pas. Moi, je pense que je suis assez au clair avec les choix que je fais et avec ce que je fais. Et au final, mon projet de thèse, c'est plutôt ce que je fais. Il y a plein de gens qui m'ont dit au début, tu verras, ça change, on change au cours de route, t'arriveras jamais à faire tout ce que tu dis que tu vas faire. Ça, je te Tu rassure, hein.
Mais c'est toujours mieux d'avoir, de se fixer des trucs à faire. Et puis, Bah ouais, c'est mais le moi, tu vois, je m'y processus, tiens pas je pense, que mal. c'est le Alors, processus qui est plus intéressant. C'est pas oui, forcément oui, c'est sûr. l'objectif, quoi. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ou que tu offres souvent en cadeau aux gens? Euh, Oh là là, c'est des questions qui me déstabilisent, tout ça. J'ai plein de livres autour de moi en plus, mais c'est des trucs boring, genre j'ai un truc. Bah, si, il y a un bouquin, mais alors c'est horrible, hein, je peux pas le recommander parce qu'il fait juste 2000 pages, enfin presque. Ça s'appelle Le Nouvel Esprit du Capitalisme de Luc Boltanski et Eve Capello et ça pose bien les bases de tout ce que les startups déploient là. Enfin, pas de hiérarchie, la logique du Mhm. cool, essayer de faire une entreprise un peu libérée de tout ça. Et en fait, eux, ils ont déjà écrit ce bouquin en 1999, donc sur des archives des années 90, des manuels de En management des années plus. 90. C'est Et qui c'était l'auteur? Comme ça, on va mettre en description pour il ceux qui s'appelle sont intéressés. Luc Boltanski, c'est un sociologue, hein, Luc Potenski. et Ah, Eve cool. Chiapello, donc aussi une sociologue. S'appelle Le Nouvel Esprit du Mhm. Capitalisme. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont écrit ça dans les années 90. Et au final, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et les startups, j'ai Ouais. l'impression qu'elles se sont fondées complètement sur ce nouvel esprit du capitalisme, qu'elles l'ont intégré et qu'elles en ont fait leur essence. Mais qu'au final, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau. On essaie juste de trouver des nouveaux modes, enfin des modes de Mhm. En fait, l'histoire se répète, quoi. d'adhésion. Oh, c'est ça, ça fait des cycles. C'est-à-dire que dès qu'il y a des critiques du fait que c'est trop rigide, bah on assouplit. Mais si c'est trop souple, bah on rigidifie. Et voilà. Et en fait, c'est ça tout le temps. Ça a fait ça avec le droit du travail, ça a fait ça avec le cadre de l'entreprise. Et je trouve ça assez intéressant. Voilà, comme bouquin. Après, c'est vraiment un truc indigeste, hein. Personne ne le lit de A à Z. Même moi, j'ai juste fait genre en mettant des petits scotch là, de couleur pour faire genre je l'ai lu partout, mais en fait pas du tout. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bouquin intéressant à voilà. Et sinon, non, mais sinon je peux pas vous dire, je vais passer pour la grosse vieille fille de gauche, sociologue Non, on s'en chiante, fout. Ça, anti-sport. c'est pas un podcast où il n'y a pas de jugement de valeur. Chacun. Bah, voilà. Après, je t'avoue que je lis pas trop en ce moment. J'ai pas le temps. Donc voilà. Regardez Game of Ouais, Thrones. mais c'est pas mal. Déjà avec ce bouquin, c'est 2000 pages. Je crois que ça va occuper les gens pendant Voilà, non, quelques semaines déjà. c'est ça. Déjà que moi, j'ai besoin d'au moins 2 semaines pour lire un bouquin de 300 pages. Donc. Non, c'est clair. Bah là, il y a un bouquin qui est sorti sur les startups, un bouquin de sociologie, mais bon, je trouve qu'il ne rend pas vraiment compte de la majorité des entrepreneurs de startups parce que je pense que les sociologues qui ont enquêté dessus sont plutôt partis de leur réseau à eux, donc des réseaux de chercheurs. Donc, ils ont beaucoup Hmm. d'entrepreneurs dans la recherche qui Tu posent. peux nous partager le titre et les Oui, auteurs? ça aurait pu être le titre de ma thèse. euh, les startups, des entreprises comme les autres, point d'interrogation. Hmm. Donc, c'est de Michel Grosetti, Nathalie Chauvac et Jean-François Barthes. Voilà, donc Bah, top. c'est de la sociologie. On va mettre ça aussi en description. Je pense que ça pourra intéresser plein de personnes. J'en fais la Et promo. qu'est-ce qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Voilà, là, mais c'est des questions d'entretien, de fit, de start-up, ça. Qu'est-ce que je. En fait, c'est une question qui pose justement à Facebook en entretien. Mais je pense que au lieu de partir 3 mois aux États-Unis, je prendrais mes valises et puis je prendrais un aller simple. Voilà. Oh. Mais j'ai un chat, par exemple. Tu vois. Enfin, c'est nul, hein. Mais voilà, moi, je suis typiquement la fille qui est dans sa zone de confort. J'adore mon appart, j'ai pas envie de le lâcher. Enfin, tu vois, enfin, des trucs trop cons comme ça. Donc, j'ai très peur de ça, de partir. Donc, j'ai besoin de partir et rentrer, en fait, dans ma tête. Très, très fort. Voilà. C'est Donc, je intéressant pense ça. que. Bah, du coup, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur toi? Ton profil LinkedIn ou peut-être ton futur site, Futur j'espère. site qui existera peut-être un jour. Ouais, j'espère que les articles que j'écris seront publiés bientôt, auquel cas j'aurai peut-être du contenu à mettre sur un site. Le problème, c'est que Mhm. là, je ne peux rien publier, ni même diffuser le contenu, parce que quand vous l'envoyez à des revues, vous ne pouvez pas l'envoyer à d'autres trucs. Ouais, ouais, ça, c'est ça, C'est la propriété intellectuelle aussi de tout ça. effectivement. Donc, je suis bloquée en ce moment, je ne peux rien dire sur rien. Donc, ce sera Ben, on va dire prochainement. peut-être ton profil pour ceux qui veulent en plus. Le post, il est intéressant pour ceux qui ont encore d'autres suggestions sur des entrepreneurs francophones, mais pas que. Si vous avez des Oui, contacts américains, vous pouvez grâce. aussi écrire en commentaire. Hmm.
Super, bah Donc, oui, moi c'est Marion j'ai, Fouchard j'ai, sur LinkedIn. on va mettre le lien en description aussi. J'ai une dernière chose pour toi, Marion. C'est un bouquin de Max Simoncini. Tu connais le créateur de Oui, Mythique, l'un oui, des oui, premiers, c'est tout ouais, à fait. fondateur du fonds Jaina Capital. Ouais. Il a son dernier bouquin là sur une vie choisie. Je pense que tu vas adorer. Il revient un petit peu sur son parcours de l'époque de Mythique jusqu'à aujourd'hui. Je crois que tu auras beaucoup d'éléments pour ta thèse dessus. Quand tu Ok, auras du temps pour lire aussi, parce qu'avec tout ce que tu as à faire. il va falloir que je le reprenne ce temps. Mais oui, tout à fait. Ben, Hmm, merci beaucoup. C'est vrai que lui, c'est assez intéressant son parcours en plus. hmm, Parce qu'il a ouais. un peu connu, enfin, c'était un peu les startups il y a longtemps, quoi. Il est passé partout, il a tout vu. Il était au début d'Internet. Mm. Ils ont tout mis ensemble, en fait. Mais lui, c'est un vrai fou, hein. Quand tu vas lire ce bouquin, tu vois, c'est un vrai. Il dit lui-même, en fait, que lui, c'est l'un des rares mecs qui euh, réussit à construire des montagnes avec des idées de merde. Il prend une idée de merde et il dit lui-même, en fait, qu'il a plein d'idées de merde et puis il réussit à bien recycler et puis il construit un truc avec, quoi. Ouais, bah, faut Donc, savoir que c'est pas donné à tout le monde quand même. Faut avoir d'avoir des idées faut de pas se merde ou chercher de monter des non, trucs. de monter des trucs à partir d'idées de merde, c'est quand même pas. Enfin, voilà. Et Donc, puis, il y en a qui ont des super idées et qui arrivent à rien monter. Et ça, c'est très triste aussi. Et voilà, justement, ouais. j'aimerais aussi mettre un gros big up à tous ces gens qui essaient de monter des startups et puis qui n'y arrivent pas parce que bah, ils ont un beau avoir une bonne idée, ils s'y prennent mal. Voilà. Donc, Ouais, voilà, top. c'est un monde à deux vitesses. Effectivement. Merci Marion d'être passé. Bonne chance dans la baie et à très vite pour le deuxième épisode. Merci à toi. Merci, bah, à bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.